Bonsoir, nous sommes le dimanche 28 février, il est 23h et quelques. J'ai donc toute une série de sujets à vous proposer, à filmer. Alors, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est au niveau de l'histoire des textes. Je me considère d'abord comme un historien des textes, et je dirais même plus comme un historien des textes, des langues et des fonctions. C'est-à-dire tout un ensemble de facteurs qui sont voués à une certaine systémique, à la différence de l'histoire événementielle. L'histoire des textes n'est pas du tout le même métier que l'histoire événementielle. L'histoire événementielle, et d'ailleurs je crois que ça a une très mauvaise influence quand les deux formes d'histoire se combinent. C'est une promiscuité très fâcheuse. Et je l'ai remarqué notamment dans les thèses de doctorat que j'ai soutenues, les post-doctorats, quand il y a une certaine cohabitation entre des historiens des textes et des historiens des civilisations, des historiens de l'événementiel. Et je ne sais pas si cette distinction a été parfaitement mesurée pour ce qu'elle valait par la nouvelle histoire. Or, le futur, l'avenir de ces deux disciplines historiques est très différent. Encore que, quelque part, on puisse imaginer des convergences. Parce que l'histoire des textes peut structurer les comportements humains, les comportements sociaux, et par conséquent influer sur un certain nombre d'événements. Mais c'est un petit peu problématique parce que les événements sont souvent aléatoires. Peut-être pas sur le plan statistique, mais un événement est aléatoire. Il n'obéit pas forcément à une logique précise. Ou bien cette logique nous échappe. Mais c'est souvent un concours de circonstances. Et puis l'histoire événementielle, elle avance, elle va de l'avant, même si elle a une dimension cyclique qu'il faudra encore apporter, dont il faudra apporter la preuve. En revanche, ce que j'appelle cette triple histoire des fonctions des textes et des langues, autrefois je parlais de l'histoire des textes et des langues, mais maintenant j'intègre l'histoire des fonctions, des fonctionnalités si on préfère. On connaît la formule de Einstein, Dieu ne joue pas avec les dés, ne joue pas aux dés. Eh bien, je dirais que les sociétés humaines ne jouent pas non plus avec les dés. Et quand elles construisent des structures, elles ont une exigence de cohérence très forte. Et quand cette cohérence n'est plus là, en reconstituant cette cohérence, on remonte à l'origine de ces structures. C'est pareil pour les fonctionnalités, c'est pareil pour les langues. Quand dans une langue, on s'aperçoit qu'un certain nombre de cohérences ont disparu, eh bien, en les rétablissant, en essayant de les rétablir, on remonte dans le passé de ces langues. C'est ce qu'on appelle la diachronie au service de la synchronie. Parce qu'un certain structuralisme basique consiste à montrer la cohérence de systèmes qui souvent sont complètement, comment dirais-je, abîmés, corrompus, c'est pas très sérieux. On a par exemple établi une sorte de phonologie pour essayer d'expliquer que les langues obéissent à des critères extrêmement précis et rigides, rigoureux, mais en réalité, on peut voir, je l'ai montré à plusieurs reprises, on peut voir que même des langues qui ont une grammaire et qui ont un semblant de cohérence, souvent cette grammaire, on voit très bien qu'elle est déformée, qu'elle est corrompue. Donc, la chance
de l'historien des textes, des langues et des fonctions, c'est qu'il a affaire à une humanité qui est très structurante et qui a une exigence de cohérence très forte. Donc par conséquent, il suffit de restituer cette cohérence initiale dont on peut supposer, postuler l'existence pour faire un travail sur la genèse des systèmes, la genèse des textes, la genèse des langues. Alors, ça ne signifie nullement que ces structures sont initiales, elles ne sont pas du tout initiales. Elles apparaissent à un certain moment, elles s'instaurent à un certain moment sur un matériau préalable qui lui-même peut être totalement brut. On n'est pas en train de parler de la préhistoire des structures. On n'est pas en train de parler du matériau dont sont faites les structures. On parle du moment où quelque chose est structuré. Et ce moment peut être très tardif, relativement à l'existence même des matériaux. Alors, un autre point que j'aimerais aborder dans cette causerie consacrée à l'épistémologie de l'histoire des textes, des langues et des fonctions. Et par fonction, j'entends notamment des systèmes de comportement, des répartitions, des distributions de comportement, qui ont une fonction bien précise, notamment au niveau cyclique. Il y a un élément qui me paraît très important au niveau de l'histoire des religions et l'histoire des textes en général, car les religions sont aussi des textes, c'est le fait que parfois un document, un état très ancien peut revenir très tardivement. Ça, ce sont les hasards de l'histoire. J'ai remarqué à plusieurs reprises qu'il ne faut pas s'imaginer que ce qui nous est connu comme étant le plus ancien est forcément le plus ancien de ce dont nous disposons. Il est très fréquent, au contraire, que des documents dont on sait pertinemment qu'ils sont apparus relativement tardivement sont en fait porteurs d'informations plus anciennes que les documents réputés les plus anciens. Pourquoi ? Parce que certains documents peuvent avoir disparu et puis circuler dans des canaux assez particuliers et puis réapparaître plus tardivement. C'est pour ça que l'histoire des textes doit avoir un rapport avec le temps extrêmement subtil et ne pas croire que parce qu'un document est daté plus tardivement, il a un contenu qui intrinsèquement est plus tardif. Pas du tout. Par exemple, si on prend le cas du christianisme est plus tardif que le judaïsme, mais ça n'empêche pas que le christianisme puisse comporter des éléments plus anciens que ceux que véhicule le judaïsme. Ou si on préfère, il comporte des éléments judaïques qui n'apparaissent plus dans les documents judaïques que nous possédons. Et donc, en se servant de certaines données véhiculées par le christianisme, on pourra reconstituer des étapes antérieures dans la formation des textes judaïques. J'ai beaucoup travaillé sur Nostradamus, comme chacun sait. Quand on regarde sur Google, mon nom est associé à Nostradamus d'office. Et j'ai montré, dans ce cas précis, que les éditions tardives pouvaient nous permettre de reconstituer des éditions perdues, beaucoup plus anciennes que les éditions qui sont connues, surtout quand ces éditions connues sont elles-mêmes des contrefaçons. Alors, je m'en tiendrai à cette question-là, et je renverrai à mon ouvrage de 1983, Mathématiques divinatoires, qui montre ma façon de reconstituer les structures mathématiques, si on peut dire mathématiques, c'est-à-dire tout
toutes ces fonctions, tous ces textes, toute cette langue ont un substrat mathématique. C'est-à-dire ont une structure géométrique, une structure arithmétique qui est à reconstituer. Et quand celle-ci a disparu, on peut considérer qu'il y a eu une régression, qu'il y a eu une corruption. C'est un signe extrêmement clair. Et donc, retrouver la cohérence initiale, c'est, même si cette cohérence n'est pas attestée, alors il y a ce fameux débat là-dessus, même si elle n'est pas attestée, et je me référerai d'ailleurs à cette formule, le vrai n'est pas toujours vraisemblable, à savoir que des choses qui sont attestées sont visiblement pas originelles, sont visiblement tardives, et qu'il faut remonter plus avant dans le temps pour revoir une forme plus structurée des documents en question, plus vrais. Donc le vrai ici, ça veut dire, le vrai n'est pas ça veut dire, le vrai c'est ce qui est attesté, c'est ce qui est attesté par les documents. C'est ça le vrai, en fait, dans cette formule, le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Et par conséquent, reconstituer la cohérence d'un système, ce n'est pas de la spéculation, c'est tout simplement le fait de restituer une cohérence qui a certainement existé au départ et dont on peut assez facilement retrouver la clé et la structure. Donc je crois que de ce côté-là, c'est un faux procès que de parler de spéculation ou de déduction, parce que justement nous sommes dans un domaine qui est de l'ordre de la systémique, et donc dans le domaine de la systémique, il est logique de rechercher des choses systémiques.